Meir Habib, bonjour. Bonjour mon cher Nelou. Deuxième partie d'Amechad. Dans la première partie, vous nous avez raconté l'enfance et les débuts à Paris de votre papa Emmanuel Roger Habib. Parce que contrairement à l'habitude d'Amechad, on ne parle pas de vous, mais on parle de quelqu'un d'autre d'extrêmement important dans votre vie. Je dois tout à mon père, je dois tout à mon oncle, je dois tout évidemment à ma mère, que Dieu la guérisse, mais en fait, comme nous tous, on est extrêmement attachés à nos racines, à nos parents. Mais les gens m'arrêtent dans la rue pour me parler de mon père. Dans ma première campagne électorale, Nelou, les gens m'arrêtaient et me parlaient de mon père. J'ai eu des larmes aux yeux quand quelqu'un m'a raconté, Monsieur Mimoun, qu'il avait fait 4h30 de bus pour venir voter. C'est compliqué de voter en Israël. Il y a que 7 points de vente dans tout le pays. Il m'a dit, je le fais pour ton père, mon fils. Tu peux pas savoir ce que mon père m'a fait. J'en avais les larmes aux yeux. Et en fait, au-delà, quand j'ai fait cette première campagne, j'ai vu que la personne la plus populaire, c'était chez les seniors, c'était mon père, c'était les frères Habib, les gens m'arrêtaient, ils me racontaient, vous savez, ils ont fait du bien toute leur vie. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on fasse ces émissions. Parlez-nous de l'œuvre sociale, parce qu'on a parlé de sa carrière, de sa carrière professionnelle tout simplement. On a parlé aussi de son militantisme avec le Khérout de France, mais le social était essentiel pour lui. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas. Tous les vendredis à Bercy, vous savez, ils avaient ces entrepôts de vin à Bercy. À l'époque, tous les vins étaient à Bercy. Voilà, et donc au début, c'était dans la première partie au-dessus aujourd'hui du Palais Omnisport, rue de Beaugency. Puis après, on est passé de l'autre côté du cours Chamonard. Mais moi, j'ai comme souvenir que tous les vendredis, des dizaines et des dizaines de pauvres venaient prendre leur bouteille de vin pour le Shabbat. Ça, c'était un exemple. Et il donnait partout, en permanence, il fallait que personne ne puisse arriver Shabbat sans leur bouteille de vin. Et des gens me racontent en me disant partout. Alors, en parallèle, évidemment, mon oncle Lolo s'occupait des colonies de la FSJF, dont d'ailleurs ce qui est rigolo, c'est quand je suis après rentré au CRIF, c'est aujourd'hui jusqu'à maintenant, je suis délégué de la Fédération des sociétés juives de France, à l'époque de la Folie Mirucourt, qui était une organisation des juifs ashkénazes qui regroupe toutes les villes de Pologne, d'Europe de l'Est qui sont arrivées en France. Et à l'époque, les frères Habib s'occupaient des colonies de la Fédération des sociétés juives de France. Il y a des périodes bénies à Saint-Pierre-de-Chorène qui a vu des centaines de colons. Ça avec les frères Trégano qui étaient exactement. Les frères Trégano, en fait, ils avaient demandé aux frères Trégano de les aider. Et en réalité, la colonie qui pouvait accueillir que 500 personnes, en réalité, au mois d'août, avait des fois jusqu'à 1500, 2000 colons. Et les frères Trégano, il y avait des grands espaces de verre. Et les frères Trégano leur avaient donné des tentes, vous savez, les genres de tentes militaires. Ouais. Et ils mettaient des dizaines de tentes. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait des gens parce qu'ils avaient peur d'avoir un contrôle, c'était quand même un peu limite, on va dire comme cela, même si jamais c'était pas trop dangereux, mais les gens il y avait des dizaines de tentes qui étaient dressées au-delà des avec les animateurs. Voilà. Vous avez participé à ces... Moi, je suis né là-bas pratiquement, parce c'est dans les années 60 et j'étais gamin. Vous savez, vous connaissez bien Rafi Marciano, Shaul Lévy, Maurice Podimski, des tonnes le rabbin Chouchna, de mémoire bénite, était là-bas. Moi, j'ai des photos extraordinaires avec le grand rabbin Chouchna, qui était président après du consistoire, qui a rencontré le pape en train de faire des combats de boxe. Et il y avait des centaines, en fait. Ils venaient... Il se baladait à rue des Rosiers à l'époque, rue des Écouves, c'était à l'époque des endroits très pauvres, à Belleville, c'était là, au Faubourg Montmartre, c'est là où il y avait les centres du judaïsme de l'époque, c'était moins dans le 16e et le 17e, ils prenaient les gens, ils ramassaient avec leur camion de vin, tous les gamins qui n'avaient pas le moyen d'aller en colonie de vacances, et ils les prenaient. Et on me raconte que les gosses arrivaient parfois, leur valise, c'était un baril skip avec 2 slips, une petite chemise et un t-shirt. Ils n'avaient pas de quoi. Et ils prenaient des centaines de gosses et ils les ramenaient. Alors, grâce à évidemment à la fédération, il y a un grand coup de chapeau à la fédération sioniste. Et ils arrivaient, ils pouvaient passer des vacances extraordinaires. Il y a eu dans beaucoup d'endroits, mais beaucoup à Saint-Pierre-de-Chorène, c'était aller dans l'Isère, et des gens m'arrêtent. Vous voyez, cette émission rend hommage justement à ces gens qui travaillent très bien, que c'est des grands professionnels dans leur métier, qui réussissent très bien et qui consacrent du temps, pour ne pas dire de l'argent, à la communauté. La base, c'est le social. La base, c'est prendre mais donner. Et le plaisir qu'on a à donner est quelque chose qui est peut-être beaucoup plus important et plus fort que le plaisir qu'on a de recevoir. Et surtout quand ça se fait
comme mon père, comme mon oncle, ça se faisait dans l'ombre. Ils n'ont jamais, et c'est peut-être la base c'est pour ça que je répète de leur ADN. Emmanuel Roger Habib. Il faisait ça. Il a une culture extraordinaire. Les gens l'adoraient. Vous savez, on passait notre temps, nous, dans les vendanges. Vous savez, on passe des semaines et des semaines dans le sud de la France, parce que le vin cachère n'est plus touché que par des gens chômeraient mitzvot, à partir du moment où ça passe de la stade de raisin à les stades de moule de vin. Et les gens me disent, j'étais il y a pas longtemps à Rivesaltes, les gens m'ont dit que la période des frères Habib a été une période bénie pour eux. Ils prenaient pratiquement 50% de la cave coopérative de Rivesaltes, à côté de Perpignan. Et c'était des moments de bonheur, mais ils faisaient aussi briller le judaïsme. Parce que c'était vraiment cette magnifique communauté que nous sommes. Et pour moi, c'est évidemment, ils ont toujours fait, même si c'était un leader naturel, je me souviens l'écouter prendre la parole, que ce soit au Khérout, que ce soit à la synagogue, que ce soit partout, il y avait un silence automatique qui se faisait parce qu'il avait un charisme naturel qui était vraiment exceptionnel. Mais il faisait ça dans l'humilité. Jamais essayer de se mettre en avant. Jamais essayer et ça, c'est vraiment, j'ose pas imaginer votre premier jour à l'Assemblée nationale. J'imagine que toute la journée, vous avez pensé à lui. Écoutez, c'est marrant que vous me parlez de cette question. Je m'en rappellerai toute ma vie. Quand je suis rentré à l'Assemblée nationale, j'ai pensé à mon père. Évidemment, ma maman était atteinte d'Alzheimer et donc j'étais terrifié. Je passais à mon parent. Elle était là, mais elle se rendait pas bien compte. Et elle est toujours là. Et mon père n'était pas là. Et j'ai pensé à lui avec les larmes aux yeux. Évidemment, j'ai dit, parce que malgré tout, c'est un immense honneur de rentrer dans cet hémicycle rouge comme ça. Surtout, j'étais un peu pas avec tout le monde, puisque il y avait une partielle, parce qu'il y avait une invalidation. Et je sais pas si j'ai le temps de vous raconter une anecdote, mais c'est une anecdote incroyable. Allez-y. Quelqu'un vient me voir, mais c'est incroyable. Il s'appelle Alain Benisti, et il vient de me voir avec une magnifique moustache, qui était à l'époque député du Val-de-Marne, mais je le connaissais pas. Il me dit, dis-moi, Habib, est-ce que tu es parent avec les frères Habib? Bah, je dis, écoute, bien sûr, dans les vins, bah, c'est mon père. Quoi? Alors, lui, il a un peu une dizaine d'années de plus que moi. Il me dit, mais ça te dit quelque chose à Fricora? Et en fait, à un moment donné, à Bercy, tellement il y avait besoin de vin, parce que c'était les seuls vins cachers, et tous les anciens connaissent tous les Shabbats avec la bouteille de vin Habib frère. Sur la table, il me dit, il me raconte en substance que c'était son père qui louait à mon père des entrepôts supplémentaires. Et il me raconte qu'une fois, une anecdote incroyable, il me dit, je me rappellerai toute ma vie, il y avait une citerne de vin qui arrivait du sud de la France, et à un moment donné, le vin coulait de la citerne. Et sa maman vient pour arrêter la citerne, parce qu'elle voyait le vin couler dans le et mon père arrive en courant, non, touchez pas, etc. C'était trop tard, ma mère avait arrêté. Il me raconte, ma mère n'est pas juive, ma mère est catholique, et mon père dit, c'est pas grave, et je l'ai vu mettre une citerne de vin à l'égout, avec le sourire, c'est pas grave, Madame Benisti, il y a pas de problème, parce que quand quelqu'un, il faut que c'est très complexe au niveau de la halakha, on va pas rentrer dans les détails. Et donc, il me dit, je vois ton papa. Et je dis, comment la probabilité que quelqu'un, un député de la République, me raconte une telle histoire? Le jour, je peux vous dire que c'était incroyable. J'avais l'impression que mon père était là ce jour-là. Évidemment, ça m'a beaucoup ému. Bon, voilà, c'était une anecdote, je sais pas. Vous savez, je parle de moi, j'aime pas trop parler de moi, mais je parle surtout de mon père. Et en fait, moi, j'ai toute ma vie, maintenant, je suis forcément sur les projecteurs, mais mon père et mon oncle n'ont jamais été sous les projecteurs. Justement, parlez-nous de votre oncle. Mon oncle Lolo. C'était c'est un destin un peu parallèle. Lolo et Eli. En fait, ils étaient inséparables. C'était les frères Habib. On ne voyait pas sans l'autre. Ils étaient avec leur chapeau. Comme ça, c'est pionniers de la communauté. Et c'est donc complètement complémentaires. C'était petits frères, mais mon père Lolo n'a vécu sans mère, sans père. Et en fait, mon père était son grand frère et sa sœur a été élevée par son frère et sa sœur. Le drame de notre vie, évidemment, c'est la mort de mon oncle Lolo. Il se rendait à Poitiers pour les vendanges. C'était en 78, le 1er novembre 78, un jour de Toussaint. Et sa famille, il avait fait son alia depuis quelques années parce que leur objectif c'était de monter une usine de vin en Israël. Il était sur le point de racheter l'affaire Elias et il est parti. Il était avec le rabbin à l'époque à Souline pour Bordeaux, et à l'époque on partait, il n'y avait pas le TGV. Il était avec un tube. Il a été frappé par un camion hollandais par derrière par une nuit de brouillard. Au début il était conscient. Il avait même dit attention. Il avait dit quand les secours sont arrivés, les pompiers, n'oublie pas qui prend les tefilines, etc. Ils avaient peur de laisser les choses dans la voiture. Il est rentré.
rentré, il a été hospitalisé à l'hôpital de Poitiers et mon père est arrivé, hélas, après 48 heures, il est décédé. Ça a été le drame. Mon père ne s'est plus jamais rasé la barbe. À la fin de sa vie, il avait la barbe. C'était pas une barbe de religion, c'était une barbe voilà. Et il avait perdu. C'était très dur, mais il n'a pas perdu sa foi. Il a été très ébranlé par la mort de son petit frère. Voilà. Mais il a quand même continué. Il a même parce qu'il avait besoin il y avait la famille de mon oncle, évidemment, il est parti très brutalement, très jeune, il avait 50 et quelques, et mon père il a réussi à faire son alia. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que le rêve de la vie de mon père a jamais voulu acheter une maison à Paris, etc. Il voulait faire son alia, et il a fait son alia dans les années 90, il est parti. On parlera de l'alia et de la fin de sa vie dans le 3e épisode. Ouais. On se retrouve très bientôt, Meher Habib. Merci.